Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de cette étape numéro 14. On va revenir un petit peu sur le parcours, présentation de l'étape, la météo, les conditions climatiques, mes favoris, l'histoire du Tour de France, le cycliste du jour, enfin vous en avez l'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, votre grosse cote du jour pour cette étape. Est-ce que vous pensez du parcours de cette journée? Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Il y a également de la Formule 1 cette semaine, et puis il va y avoir la Coupe du Monde de foot féminin, où il va y avoir une vidéo par jour, je pense, avec un débrief, un résumé, on va dire, des 3 matchs. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire de cette étape. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify. Et puis n'hésitez pas à aller voir également TikTok avec le débrief rapide. Juste après l'arrivée de l'étape, il y aura également du contenu avec la Coupe du Monde féminine de football. On commence tout de suite avec cette vidéo. Grosse étape alpestre pour cette journée, 155 km, ça va encore être assez court, assez condensé en termes de timing. On a un début de journée qui est très costaud, l'échappée peut mettre du temps à sortir, donc ça peut encore rouler très très vite. On a ensuite une fin de journée notamment avec Jouplane. Faire attention à Jouplane, hein. Adam Hansen en a parlé du côté, alors s'il fait partie du syndicat des coureurs, Adam Hansen, il a dit il est très inquiet sur la descente du côté de Jouplane, notamment sur l'état du goudron du côté de Jouplane qui ne semble pas être excellent. Puis faire attention s'il fait chaud, hein, que le goudron ne fonde pas, même si on a vu que du côté de ASO, on a mis en place une nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'avant, on ne mettait que de l'eau pour refroidir certaines zones, ce qui fait qu'on était obligé de repasser plusieurs fois, hein, parce que l'eau s'évapore. Et là, on a trouvé une solution du côté d'ASO, c'est-à-dire qu'on fait de l'eau avec de la chaux. C'est pour ça que les routes lors de l'étape d'Issoire étaient légèrement blanches, parce qu'il semblerait que la chaux permette de mieux stabiliser le goudron. Donc ça permet de refroidir le goudron avec l'eau, et la chaux permet de stabiliser le goudron ensuite derrière, ce qui permet d'éviter d'être obligé de passer 2-3 fois, ce qui était parfois le cas, en sachant que c'est de l'eau qui n'est pas utilisable, c'est pas de l'eau douce utilisable, hein, c'est de l'eau récupérée pour pouvoir utiliser sur les routes, je précise, hein, pour nos amis voilà, écolos, hein, c'est de l'eau qui n'est pas utilisable. Et ça sert pour la sécurité des coureurs, hein, parce que le goudron fondu, notamment en 2003, les équipes du Tour de France s'étaient fait avoir par la canicule. Et l'accident, notamment la chute de Bellocchi, c'est dû à du goudron fondu sur cette descente du côté de Gap, avec cette image de Lance Armstrong. On a fêté les 20 ans de cette image marquante du cyclisme. Si on devait retenir qu'une image de Lance Armstrong, ça serait peut-être celle-là ou sa victoire du côté de Limoges. Ça permet d'éviter de retenir la partie dopage. Particularité de cette étape, arrivée au pied de la descente, juste après, ça fait quand même pas très longtemps que Gino Mäder est mort. On va voir si tous les coureurs vont vraiment prendre des risques, surtout que Jouplane, la descente est quand même très technique. Et le début de journée est très très dynamique, très dur. Dommage cette zone de transition d'une quarantaine de kilomètres où il y a moins de difficultés avant les 2 derniers cols de la journée, et faire attention donc à cette descente très technique. Du côté du dénivelé positif, 4281 mètres de dénivelé positif, c'est la 3e étape dans ce classement, en sachant que je crois que Saint-Gervais est la 2e étape et que le col de la Lauze est la 1re étape. Donc vous voyez un petit peu le niveau de difficulté. 52 points maximum pour le classement de la montagne. Donc là aussi, il y aura un match du côté du maillot à points. On regarde tout de suite la présentation de cette étape. On regarde tout de suite le parcours de cette étape numéro 14, cette 2e étape dans les Alpes. Et là, le programme est un petit peu plus costaud que lors de la première journée, hier avec seulement le Grand Colombier. C'est une vraie belle étape de haute montagne avec pas mal de cols dans la journée, pas forcément des enchaînements de cols, il y a quelquefois des grandes zones de transition, mais ça va être quand même une étape qui ne va pas être facile. On part de Annemasse pour arriver du côté de Morzine.
Et vous voyez donc 3 cols de première catégorie au programme, plus un col hors catégorie également. Donc vous voyez hein, le premier col qui est donc le col de Cou. Voilà, descente pas très technique, ça sera un peu plus compliqué sur le col de Feu par contre. Vous voyez, hein, le début de descente est très difficile. Il faudra faire attention, ensuite ça va très vite derrière. Là il y aura quelques chicanes, quelques épingles pardon, mais ensuite on se retrouve au sprint intermédiaire. Le col de la Ramaz, c'est ici. Descente, oui, qu'il faudra quand même franchir. Hein. Et puis après, Jouplane, faire attention, descente de Jouplane, extrêmement technique. Bon, on y reviendra un petit peu, là, vous voyez, hein, les chicanes, il y en a partout à Jouplane. Et en plus, il y a pas mal de végétation, donc il faut faire très attention. Voilà, il y a beaucoup de végétation à Jouplane. Annemasse, Morzine, les portes du soleil, 153 km, donc encore un parcours assez ramassé. Avec un début de journée qui va pas être facile, même si on n'est pas sur des grosses difficultés, on sera sur 3-4% pour atteindre le col de Saxel. 4 km 4 à 4,6 de moyenne, c'est la seule côte facile de la journée, c'est 2 km 18,5. Est-ce que l'échappée aura eu le temps de sortir à ce moment-là? Pas sûr, vu ces derniers jours. 500 mètres à 6,7%, puis sinon on est entre 4,5 et 6 à peu près de moyenne sur ce col de Saxel. On poursuit avec le reste de la journée, on descend vers Fessy au kilomètre 28 et c'est le pied du col de Cou, 1113 mètres d'altitude, 7,1 km à 7,4 de moyenne. Côte de première catégorie. Vous voyez quand même que sur cette journée, on ne va pas monter très haut en altitude. Hein. Le sommet, ça sera col de Jouplane. Ça sera à 1690 mètres. Donc on est en dessous de 1008 pendant toute la journée. Et quelquefois, on aura des côtes avec la descente qui ne se suit pas, comme à Jouplane, mais également dans ce col de Cou. La descente n'arrive pas tout de suite. Sommet au kilomètre 35, on voit tout de suite ce col de Cou, vous voyez des gros pourcentages dans cette étape, notamment 10,7% pendant 1 km, entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, puis 9,4% entre le kilomètre 3 et le kilomètre 4. Pas simple de trouver son coup de pédale, surtout que ça reste quand même un col assez court, seulement 7 km, avec un dernier kilomètre qui n'est qu'à 4,7%. Mais voilà, il faut trouver son coup de pédale. Si l'échappée n'est pas encore sortie, ça pourrait rouler extrêmement fort parce qu'on sera encore dans la première heure de course au niveau de ce col de Cou. Donc vous voyez, la descente n'est pas tout de suite après le sommet. Il y a un petit peu de plat, 2-3 km de plat et ensuite on entame la descente vers Orcier. Et on enchaîne tout de suite avec le col du Feu qui arrivera au bout de d'une heure 20 à peu près de course, hein, 52 km à 38-39 de moyenne, ça peut être à peu près 1h20, et si ça va plus vite, ça peut être moins. Avec ce col du Feu, 1118 mètres, c'est pas forcément des cols extrêmement connus hein, que l'on prend sur cette étape, à part Jouplane, mais c'est vrai que le col du Feu est moins connu, c'est un col assez récent sur l'histoire du Tour de France, 5 km 9 à 7,7 de moyenne, je crois me rappeler que c'est un col assez récent. Troisième difficulté de la journée, vous voyez, c'est régulier, c'est pas hyper long. Il y a un pied à 9%, il y a entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5 à 9,5. Mais voilà, on est en moyenne entre 7,5 et 9,5. Hein, donc on est quand même sur des bons petits pourcentages. On est quand même à la limite avec le deuxième catégorie sur ce col du Feu. Parce que c'est très court, encore une fois, hein, 5 km 900, et je dirais que 5 km très dur, les 900 derniers mètres, c'est quand même seulement 5,5 de moyenne, donc c'est un petit peu plus facile. On continue avec le sprint intermédiaire du côté du col de Jean Baz, 6 km 5 à 3,8 de moyenne, sprint intermédiaire qui sera au kilomètre 65,5, on redescend vers Oignon, Saint-Géoard, Saint-Géoard et Mieuxy au kilomètre 88. C'est le pied du col de la Ramaz avec un sommet au kilomètre 102, 13 km 900 à 6,9 de moyenne. Ce col de la Ramaz, col encore une fois de première catégorie avec un sommet beaucoup plus haut. Ce col de la Ramaz, on voit tout de suite les images et le profil. Donc on commence sur des pentes à 7%. Voilà, sur les premiers kilomètres, ça redescend même à 6,5, 6,3%. Et puis au kilomètre 6, eh bien, on va avoir
je dirais 4-5 km compliqués, on va être au-delà de 8%, voire le kilomètre le plus difficile entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 à 13%. Après le kilomètre 10, ça devient beaucoup plus facile dans cette montée. Donc ça se résume, je dirais, entre le kilomètre 6 et le kilomètre 10, où là, ça va être compliqué. Et ensuite, les 3-4 derniers kilomètres sont quand même un peu plus simples dans ce col de la Ramaz qui dure quasiment 14 km quand même, hein. Donc c'est pas si facile que ça, mais sur la dernière partie c'est quand même plus simple. Et puis on redescend du col de la Ramaz, là encore une nouvelle fois une zone de transition, hein, comme après le col du Feu, vers Taninges, Vercher, Samoins. On va avoir une dizaine de kilomètres de plat avant d'attaquer le col de Jouplane. 11 km 700 à 8,5 de moyenne, col hors catégorie. Sprint, bonification, 8,5, 2 secondes de bonification au sommet pour les 3 premiers. Je ne suis pas sûr que ça joue énormément dans le résultat de cette étape. Col de Jouplane, on va le regarder tout de suite, c'est très dur Jouplane parce que c'est pas super régulier, c'est tout le temps dur, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des pourcentages, mais il y a quand même des passages au-delà de 9% comme vous pouvez le voir, notamment un kilomètre à 11,4%, mais on descend rarement en dessous de 8 et on dépasse souvent les 8,5%, donc c'est un col pas simple avec pas mal de pourcentages. Et puis pas mal d'épingles à Jouplane. De ce côté-là, on utilise l'inverse en fait du rallye. C'est-à-dire qu'en rallye, on monte par l'autre côté, on descend par ce côté-là. Là, on monte par ce côté-là où il y a beaucoup d'épingles. La route n'a pas l'air d'être nickel au niveau du rendement. Et on redescend par contre par la portion où normalement on grimpe du côté du rallye. Vous pouvez même retrouver la montée de Jouplane, pour ceux qui veulent savoir, sur un jeu qui s'appelle Richard Burns Rally. C'est un très bon jeu de rallye. Sur PlayStation 2, vous pouvez retrouver cette montée de Jouplane qui est modélisée sur une des spéciales. Du côté de la descente, quand je vous disais que c'était très technique, c'est extrêmement technique cette descente. Vous voyez, hein, à 5000 mètres, on enchaîne les épingles. La route des Nants, qui est un passage un peu moins difficile. De nouveau une épingle. 3000 mètres, on a encore un beau virage. Là, on redescend rapidement sur une route un peu moins technique. Et puis le final, alors là c'est l'enfer, hein. Là c'est très très dangereux je trouve, avec, c'est très très technique et ouais, à la limite du dangereux quand même, parce qu'avec encore 2 épingles, une grosse zone là avec un enchaînement de virages serrés à l'entrée dans Jouplane, et puis ensuite on arrive du côté sur l'avenue de Jouplane et ensuite Morzine, mais ça va pas être simple à franchir ce final. Dernier virage encore une fois à 50 mètres de l'arrivée. Je comprends pas cette idée de mettre des virages à 50 mètres de l'arrivée, on aurait pu arriver un petit peu avant pour éviter ces virages au niveau des sprints, et puis une largeur de 5 mètres 50. Mais vous voyez, à part les 500 derniers mètres, c'est tout en descente. Ça veut dire que cette zone là, aller dans une zone de descente, c'est la fin de la descente là, donc il faudra faire très très attention, surtout que la route n'a pas l'air propre comme le disait Adam Hansen. On regarde tout de suite les segments Strava. Les segments Strava pour cette journée du côté de cette étape, on en a 3 selon le Tour de France. Le premier, c'est le col de Saxel, le premier col de la journée, qui est détenu par Aurélien Paré-Peintre. Alors c'est un record qui date de 2017, quand Aurélien Paré-Peintre était encore chez les Espoirs. Donc il avait fait 8 minutes 34 à 29,2 km/h, 325 watts. Pour Aurélien Paré-Peintre, je donne toujours les watts, mais je vous le dis toujours, hein, méfiez-vous des watts, parce que je rappelle qu'entre un coureur, plus il est lourd, plus il développe de watts, et puis tout dépend également des fibres musculaires. Soit vous avez des fibres plutôt typées endurance, soit des fibres plutôt typées explosivité. Ça change aussi votre rapport en puissance en watts, le rythme cardiaque, les conditions climatiques également. S'il fait chaud, s'il fait plus ou moins froid, ça a plein d'impacts. Et puis le matériel, hein, 325 watts, à matériel qui n'est pas équivalent. Si vous avez le vélo de Polydor, vous avez beau faire 325 watts, vous n'irez pas à 29,2 km/h. Donc voilà, le watt c'est un élément, le matériel est un autre élément, le rythme cardiaque aussi, les conditions climatiques également. Yann Boswell, parmi les professionnels. Alors Yann Boswell, lui, il avait fait 27,4 km/h en 9,09, donc on sera au-dessus de 25, donc c'est pas un col très dur.
Voilà, traduction, c'est un col plutôt facile. Le deuxième col segment Strava, c'est le col de la Ramaz. 39, alors la moyenne pour col de Saxel, c'est 13,23. Col de la Ramaz, la moyenne chez les pros, c'est 52,55. Le record, c'est 39,08. C'est Alberto Losada, mais en fait, c'est l'ancien record. Romain Bardet, lui, était deuxième au niveau des temps. C'est des temps qui avaient été réalisés sur le Tour de France 2016. Mais en fait, le col de la Ramaz, il y a Francis Barocco, un coureur, me semble-t-il, amateur, qui vient de récupérer les deux derniers temps Strava sur le col de la Ramaz et le col de Jouplaine, avec un temps de 37 minutes 18. Je pense que ça devait être lors de l'étape du Tour. Parce que l'étape du Tour s'est déroulée il y a quelques... Quoique non, ça me met 14 juillet, donc ça me met aujourd'hui. Donc c'était pas l'étape du Tour. Allez, vraiment, il l'a réalisé aujourd'hui, le meilleur temps. Donc en 37 minutes 18, parce que l'étape du Tour est passée par Jouplane cette année. Donc il y a aussi des chronos comme ça qui sont modifiés. Alors, on me marque 37 minutes 18 à 22,5 km/h pour Francis Barocco. J'ai Alberto Losada et Romain Bardet, ils avaient fait 39,08 et 39,10. Donc 21,5 de moyenne, pareil pour Caruso, 21,5 de moyenne. Un Fabrice Jean Debose à 21,3 de moyenne en 39 minutes 23. Et un Oliver Nezen à 20,9 km/h, lui avait fait 40 minutes 19. Oliver Nezen, c'était 371 watts et 360 pour Alberto Losada. Mais Losada est plus léger que Nezen. Voilà, donc 360 watts pour Losada, c'est un effort de plus haute intensité que Oliver Nezen avec 371 watts. Et dans du col de Jouplane, donc là également c'est Francis Barocco qui a fait 30 minutes 46, c'était aujourd'hui également pour le meilleur temps, donc il a fait les deux montées, 22,5 km/h. Il faudra quand même vérifier si c'est vraiment vrai, parce que des fois il y a des petits amateurs qui s'amusent et en fait le temps il n'a pas été fait de manière régulière. Jack Haig, lui, avait fait 34 minutes 58 à 19,8 km/h. Ben O'Connor, parce que là il y a quand même un gros écart de vitesse. Ben O'Connor, lui, avait fait 35,06 à 19,7 km/h. Et Romain Bardet avait fait 19,2 km/h, 35 minutes 59. Un Carlos Verona avait fait 397 watts. Un Vincenzo Nibali avait fait 375 watts. Verona avait fait 36,05. Nibali avait fait 37 minutes tout pile. On regarde l'histoire du Tour de France avec le Tour de France 2022. Et oui, on est sur le Tour de France l'année dernière avec l'étape 10. On partait depuis Morzine, les portes du soleil, et on arrivait à Megève par la montée de l'Altiport. Tiens, Megève, ça me rappelle l'arrivée d'une étape cette année également. C'est une étape de montagne qui peut vraiment convenir aux baroudeurs à ce moment-là de la course. Pogačar est en tête avec 39 secondes d'avance sur Vingegaard. Le départ réel de l'étape est décalé à cause d'un problème de chaussures pour Benjamin Thomas et Dylan Groenewegen qui a un problème mécanique. Alors il faut savoir que le départ fictif il est donné à tel kilomètre. Il est donné kilomètre 0 à tel moment de sortie de ville, mais il faut que le peloton soit groupé. Si le peloton n'est pas groupé, on ne peut pas normalement donner le départ fictif. Donc si les coureurs font grève par exemple, on ne peut pas donner le départ fictif à tel ou tel endroit. C'était arrivé notamment une année en 2008-2007 avec les coureurs français qui avaient décidé de faire grève sur le Tour de France. Notamment, il y avait Jérôme Pinault qui avait eu cette idée-là. Donc ils étaient partis avec un quart d'heure de retard, ce qui avait forcément entraîné des soucis du côté de l'organisation de l'étape du Tour de France. Mohoric est le premier à sortir et la première heure de course va être très animée avec de nombreuses attaques qui ne durent jamais très longtemps. Et nous avons Pierre Latour qui tente de partir en solitaire. Il prendra même le point du premier grimpeur. Mais il faut attendre le pied du col de Jean Baz pour que la bonne échappée parte. Elle va se constituer en deux temps. Tout d'abord un groupe de 4 coureurs avec Pierre Rolland, Luis Leon Sanchez, Philippe Gilbert et le petit jeune Dylan Van Baarle. Parce que c'est vrai qu'avec une échappée comme ça, Dylan Van Baarle faisait presque figure de coureur espoir par rapport aux 3 autres. Et puis ensuite, ils vont être rejoints par 22 autres coureurs, donc ce qui fait qu'on a une échappée de 26. Avec Lennart Kemna
Georg Zimmermann, Matteo Jorgensen et Andreas Leknesund, Quinn Simons, Mats Pedersen, Simon Clark, Nick Schulz, Jack Bauer, Philippe Gilbert, Guillaume van Karlsbruck, Christian Sbaragli, Connor Swift et Hugo Hofstetter, Fred White, Luis Leon Sanchez, Magnus Cort Nielsen, Alberto Bettiol, Yon Izagirre, Benjamin Thomas, Christophe Laporte, Pierre Roland, Philippe Ogana, Dylan Van Barle, Simone Velasco, Edvald Boissonhagen. Et le mieux classé de ce groupe, c'est Lennart Kemna, mais il n'est pas vraiment dangereux à plus de 8 minutes au général. Au col de Jean-Baz, Pierre Roland passe en tête et le peloton a 3 minutes de retard. L'écart augmente avec un peloton qui se désintéresse de l'étape. Dans la côte de Châtillon-sur-Cluse, Pierre Roland passe de nouveau en tête. Nous sommes à 50 km de l'arrivée. Et à ce moment-là, le peloton possède 6 minutes 30 de retard. Lennart Kemna commence donc à devenir un petit peu dangereux. Il se retrouve 5-6e du classement général désormais. Dans l'échappée, on sait que la victoire est au bout et on commence un petit peu à compter ses coups de pédale. Et Alberto Bettiol décide d'en profiter en faisant une attaque, vraiment une attaque de facteur. C'est-à-dire qu'il se retrouve en tête de course, mais alors il l'a absolument pas décidé. L'étape est assez calme jusqu'à 36 km de l'arrivée où des petits malins ont décidé de faire un sitting avec des fumigènes sur le bord de la route, ou sinon c'était des spécialistes du jeu. Le facteur n'est pas passé. La course est interrompue pendant une dizaine de minutes et la situation aurait pu être très dangereuse pour ces petits malins, mais Bettiol est habile sur un vélo et arrive à les éviter. La course repart et l'Italien roule très fort à 30 km de l'arrivée. Il a 48 secondes d'avance sur les poursuivants. Il passe en tête au sprint intermédiaire, mais son avance s'est réduite. Il n'a plus que 25 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants emmené par Christophe Laporte. Le peloton est désormais à 9 minutes 30, donc Kemna menace directement désormais le maillot jaune Tadej Pogačar. Nous sommes dans la montée de l'Altiport et Bettiol continue sur un bon rythme, mais derrière on s'organise un peu pour stabiliser l'écart aux alentours de 30 secondes. Mais à 9,6 km de l'arrivée, Zimmermann le reprend. Le coureur allemand a dû faire un énorme effort et le groupe de poursuivants n'est qu'à 15 secondes à 7 km de l'arrivée. Regroupement avec le groupe de poursuivants qui reprend les deux hommes. Ils sont désormais 10 coureurs à l'avant de la course. On pourra donc avoir un sprint au sommet du dernier kilomètre. 6 km de l'arrivée, Luis Leon Sanchez décide d'attaquer. Il est un peu obligé, car devant nous avons encore des coureurs rapides comme Benjamin Thomas, Quinn Simons ou encore Magnus Cort Nielsen. Il passe en tête du côté du sommet de la dernière difficulté du jour, l'Altiport, mais il reste encore 2 km de course, notamment un dernier kilomètre extrêmement compliqué. Il décide donc d'attendre les poursuivants car il n'a pas assez d'avance. On va donc avoir un sprint avec 10 coureurs à 400 mètres de l'arrivée. Benjamin Thomas, qui vient de revenir sur la tête de course, décide d'attaquer directement. C'est-à-dire il revient, il attaque, il emmène Fred White dans sa roue et Nick Schulz, mais il est à fond et il emmène le sprint en fait à tout le monde. Sanchez décide d'accélérer devant Nick Schulz. Cort Nielsen trouve l'ouverture, il se retrouve 3e. Nick Schulz passe en tête, il reste encore 75 km et Cort Nielsen décide seulement de produire son effort. C'est peut-être un peu tard pour le Danois, mais il revient sur l'Australien. Il le déborde, photo finish et il s'impose. Il va y avoir même un gros moment d'incertitude pour savoir lequel des deux a gagné. Mais à la photo finish, c'est le Danois qui s'impose devant l'Australien. Le peloton arrive, emmené par l'équipe UAE qui permet à Pogačar de conserver son maillot jaune devant Kemna. L'Allemand est désormais 2e, mais cette étape s'est courue sur un gros rythme et elle va avoir des conséquences sur le reste de la course, surtout qu'il a fait extrêmement chaud. Le cycliste du jour, c'est Jérôme Coppel, qui est né à Amenas, à côté du départ de cette étape. Professionnel de 2008 à 2016 du côté de la Française des Jeux au tout départ, puis à Sorso-Jasson, Cofidis et Yam. Il a même fait partie des coureurs qui étaient à la Fondation Française des Jeux. Alors la Fondation Française des Jeux, c'était l'ancêtre de la réserve. Voilà, c'était des coureurs qui étaient soutenus financièrement quand ils étaient chez les juniors, chez les espoirs, et qui souvent arrivaient dans l'équipe de Marc Madiot. 2015, champion de France du contre-la-montre et 3e des championnats du monde du chrono du côté de Richmond, derrière Kirienka, des championnats du monde de chrono assez dingue. 2006, vice-champion d'Europe du chrono espoir à l'époque où les championnats d'Europe étaient réservés aux coureurs amateurs. Les coureurs professionnels n'avaient pas la possibilité de faire les championnats d'Europe. Et il a fait également du ski de fond
pendant une grande partie de son début de sa jeunesse. Il a même un moment été à la fois cycliste et à la fois dans l'équipe de France de ski de fond. Et puis on a toujours eu des doutes avec ce coureur-là parce que il était proche du docteur Mabuse. Et puis surtout il y a alors un reportage qui est très mal réalisé de Cache Investigation. Alors déjà, moi je suis pas fan de Cache Investigation. Alors je crois que c'est le plus mauvais reportage fait par Cache Investigation sur le dopage. Il était même pas diffusé en première partie de soirée, il l'avait diffusé en deuxième partie de soirée. Je crois qu'ils sentaient vraiment qu'ils n'avaient pas fait vraiment du bon boulot. Sur le reportage sur le dopage, dans le cyclisme bien entendu, parce que c'est vrai qu'il n'y a absolument pas de dopage dans d'autres sports. Et on s'était aperçu que Jérôme Coppel était un proche de Mabuse et que c'était à ce moment-là qu'ils avaient piégé le docteur Mabuse avec des coureurs amateurs. Du côté mais je vous invite pas trop à regarder ce reportage parce que vraiment il est pas bien fait. Si vous voulez voir des reportages sur le dopage, il y a notamment des reportages sur l'affaire Festina qui sont très bien faits. Et il y a alors comment ça s'appelait? C'était un documentaire sur France 3 sur Lance Armstrong et sur la manière de faire de Lance Armstrong. Je sais plus comment s'appelait cette émission. C'était pas Complément d'enquête. C'était une émission qui passait en deuxième partie de soirée sur France 3. Voilà, sur Lance Armstrong, vous pouvez le retrouver sur YouTube, qui est un documentaire qui est très intéressant. Notamment, vous avez Tyler Hamilton qui vous explique comment faire du dopage avec des canettes de Coca-Cola. Grand soleil entre 31 et 33 degrés, vent de sud-ouest, donc de 3/4 d'eau entre 15 et 30 km/h. Vous avez le col de Cou, soleil, du côté de ce col de Cou, de toute façon il y aura du soleil 30 toute la journée. 28 degrés au sommet avec un vent entre 20 et 55 km/h qui sera de dos. Le col du Feu juste après 31 degrés au sommet avec un vent de face sur cette montée. Donc ça pourrait certainement annuler certaines tentatives d'attaque. Peut-être que l'échappée sera partie avant, mais si l'échappée n'est pas encore sortie, il faudra donc attendre le sprint intermédiaire du côté du col de Jean-Baz. Du côté du col de la Ramaz, l'avant-dernière difficulté du jour, 25 degrés au sommet, avec un vent qui sera vraiment de dos, 3/4 d'eau entre 25 et 60 km/h. Et du côté de Jouplane, 23 degrés au sommet, avec un vent 3/4, voire parfois de côté. Il faudra faire également attention du côté de la descente, parce que parfois le vent sera également de côté sur la descente, et avec une vitesse similaire, donc entre 25 et 60 km/h en rafale. Du côté de la stratégie, grosse échappée qui va au bout, 20-25 coureurs, parce que c'est vrai que ce temps mort au milieu d'étape peut vraiment favoriser une échappée. Victoire d'un des leaders qui voudrait répondre à l'étape de la veille, ou frapper un grand coup parce qu'il sent qu'il a des bonnes jambes, ou bagarre entre leaders et victoire de l'échappée, c'est-à-dire 2 courses en une. Est-ce que le vainqueur sortira au sommet de Jouplane? Ça, c'est la grande question. Ou est-ce qu'il y aura regroupement dans la descente? Moi, je pense que la descente est assez technique pour que le coureur qui passe en tête à Jouplane soit le coureur qui s'impose à l'arrivée. Du côté de mes favoris, j'ai mis Nance Peters. Pourquoi Nance Peters? Très bon en descente, bon grimpeur. On ne l'a pas énormément vu, alors il a pris une échappée, on ne l'a pas vu ces derniers jours, donc il a peut-être eu le temps un petit peu de refaire des accus. Après, il faudra voir avec Félix Gall. Si Félix Gall se plante du côté du Grand Bornand, ça peut encore plus favoriser une échappée du côté d'AG2R. Ciccone, on a assez peu vu Ciccone à part qu'il est tombé. C'est vrai qu'il avait fait pas mal d'efforts pour Pedersen. Donc ça peut être une étape qui peut lui convenir. J'ai mis Guerrero, lui on l'a pas mal vu du côté de la Movistar, mais il aura peut-être envie de se montrer. Et puis en grosse cote, Lutsenko, mais on ne sait pas trop où il en est physiquement Lutsenko sur ce Tour de France du côté du pro. Et puis il est capable lui de prendre des risques en descente, Lutsenko, parce que c'est un peu un taré dans sa tête. Du côté du programme télé, départ fictif à 13h05, Fessy, le pied du col de Cou entre 14h et 14h05, le sommet de cette difficulté entre 14h19 et 14h27. Orcier, le pied du col du Feu entre 14h30 et 14h38. Le sommet entre 14h45 et 14h57. Le col de Jean-Baz entre 15h03 et 15h16.
Mais si le pied du col de la Ramasse, si vous voulez pas voir l'étape en intégralité, que vous voulez voir vraiment le final, je pense que le pied du col de la Ramasse, ça peut être intéressant entre 15h38 et 15h55. Le sommet entre 16h06 et 16h29. Et puis ça moins le pied du col de Jouplane entre 16h33 et 16h58 pour une arrivée prévue entre 17h18 et 17h51. Si les coureurs vont vite, vous pouvez retrouver tous ces horaires sur le site du Tour de France dans l'onglet itinéraire horaire. Voilà, vous avez le descriptif des différents horaires de cette étape. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir d'un commentaire, à mettre un pouce bleu. Nous, on se retrouve donc ce soir. Alors juste après l'arrivée sur TikTok et puis à 21h sur YouTube s'ils arrivent pas trop tard parce que sinon ça sera un petit peu plus tard, 21h15, 21h30, mais voilà, on va essayer à 21h. Puis de toute façon, si ça arrive un petit peu en retard, je vous mettrai un message dans l'onglet communauté de la chaîne. Et puis demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 15 et la fin de cette deuxième semaine de compétition. On se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!